Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ligaments. On va voir notamment si les ligaments, ça peut s'adapter, ça peut cicatriser. Voilà, tout ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, déjà merci à toutes les personnes qui me soutiennent en s'abonnant à l'abonnement payant pour avoir accès notamment aussi à tous les PDF. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous ai mis mon Instagram juste ici. Alors, cette vidéo, pour l'estimation de la vidéo, donc il y a un peu moins de 25 diapos, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc on va se dire, allez, 40-45 minutes pour viser large. Et donc, alors on va parler de ligaments, notamment de ligaments croisés, on va parler de la, notamment cicatrisation et tout ça dans la deuxième partie. Donc, je vous dis tout de suite, si vous voulez avoir un avis sur votre situation, je n'en donne pas, ok? Donc, ne me demandez pas si vous devez vous faire opérer ou pas, ne m'envoyez pas vos IRM pour que je regarde ce qu'il y a dessus, et ne me demandez pas non plus de vous opérer, je ne fais rien de tout ça, ok? Donc, on va attaquer avec l'intro. Avant ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie 1, mais je reviendrai dessus, voilà, on a certaines limites au niveau des études. Il faut le savoir, de toute façon, je vous le dirai et je vous le redirai même. Ok? Donc, on va attaquer. Donc, on va faire des rappels histologiques de base, mais on va vraiment faire la base de la base, hein. Donc, les ligaments, c'est des bandes denses de tissu conjonctif fibreux qui servent à joindre deux os entre eux, ou plus de deux os d'ailleurs. Ils vont varier en taille, en forme, en orientation, bien évidemment en emplacement. Ils sont principalement composés d'eau et de collagène de type 1. C'est vraiment les deux composants qu'il faut retenir. Après, il y a d'autres choses à côté, protéoglycane, acide aminé, élastine, tout ça. Bon, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est eau et collagène de type 1. Alors, on reviendra sur ce collagène de type 1. Et ils sont recouverts d'une couche vasculaire qu'on appelle l'épiligament. Et cet épiligament, il contient aussi des nerfs sensoriels. Voilà. Et donc, ils ont pour rôle de stabiliser les articulations, que ce soit au repos ou pendant le mouvement. Et avant, en fait, c'était considéré comme des structures inactives. Et en fait, c'est des tissus complexes qui répondent à de nombreuses influences locales et systémiques. Et on va voir justement un petit peu tout ça. Avant de commencer, on va faire juste un rappel anatomique de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va parler surtout du ligament croisé antérieur dans cette vidéo. Donc il faut, et vu qu'on va mentionner le ligament croisé postérieur, il faut juste qu'on sache à peu près où c'est. Ok? Alors, bon, tous les kinés qui me suivent, les ostéos, tout ça, bon là, je vous apprends rien, hein. On a un ligament croisé antérieur, ok? Enfin, un sur chaque genou, hein, bien évidemment, on en a deux au total, normalement. Donc, il s'insère sur le tibia, ce qu'on appelle l'aire condylaire antérieure, et ensuite il a un trajet oblique en haut, en arrière et en dehors. Bien évidemment, si vous prenez comme référence donc l'origine, le fémur, bien évidemment, le trajet, il sera tout autre, hein. Il va se diriger vers l'avant, ok, le bas et le dedans, ok. Mais ça, c'est de la géométrie dans l'espace, en fait, c'est, voilà, hein. La direction est la même, mais le sens est différent, c'est juste ça. Et donc, sur le fémur, il va s'insérer sur le condyle latéral, ok. Sur cette image-là, comment on sait que le côté latéral, il est ici? Parce qu'en fait, c'est marqué juste là, voilà. Fallait juste savoir lire. Bon, en vrai, vu qu'il y a une fibula ici, on va dire que, pareil, en général, la fibula, elle est du côté latéral. Voilà, on va dire en général. On va pas faire de, de généralisation absolue, mais voilà, en général, c'est comme ça qu'on reconnaît le latéral. Et on sait que c'est le fémur ici. Comment? Il y a marqué supérieur ici. Pareil, il fallait juste savoir lire. Et ensuite, on a le ligament croisé postérieur. Et donc, en fait, vous voyez que ça se croise, hein. Donc, lui, en fait, c'est un petit peu tout l'inverse. Si on part du tibia, il s'insère sur l'aire condylaire postérieure. Il est oblique en haut, en avant et en dedans. Bien évidemment, si on part du fémur, il sera oblique en bas, en arrière et en dehors. Hein, toujours en dehors vers la fibula ici. Et il se termine sur le condyle médial du fémur. Voilà, on a fait le rappel anatomique de base. Voilà, il fallait juste savoir où c'est. En fait, c'est au niveau du genou. Parce que du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un genou, ça. Ah, c'est l'instant pub, comme d'habitude. Même moi, je suis surpris, j'oublie à chaque fois où je mets ça. Donc, pour ma formation, ou mon guide, ou peu importe comment vous appelez ça, vous avez le lien, de toute façon, dans la description. Et si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemble, vous avez un très court extrait de 27 minutes sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va changer de paradigme. En fait, en général, les ligaments, on pense que c'est des petites cordes qui sont un peu fragiles et qui viennent de stabiliser deux os de manière totalement passive et qui servent pas à grand chose d'autre. Et si on va un petit peu trop loin en amplitude, boum, ça casse. En fait, pas que ça, c'est pas que ça. Les ligaments, en fait, c'est des organes sensoriels.
dans le sens où déjà il y a des mécanorécepteurs. Donc les mécanorécepteurs, c'est des structures nerveuses qui sont spécialisées et qui sont capables de transmettre une déformation mécanique. Donc ils vont la transmettre sous forme de signaux électriques le long des neurones sensoriels. Ok. Au niveau des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, on retrouve différents types de mécanorécepteurs. Corpuscule de Ruffini, corpuscule de Pacini, organes tendineux de type Golgi, et des terminaisons nerveuses libres. Il faut noter que la plupart des mécanorécepteurs ils sont distribués dans la synovie près des points d'attache des ligaments avec le fémur et le tibia, enfin au niveau de l'insertion au niveau du fémur et du tibia. Donc plutôt ici, cette zone-là et cette zone-là, très riche en mécanorécepteurs. Et donc, on va faire vite, mais voilà, les types 1, corpuscule de Ruffini, donc... En fait, les mécanorécepteurs, en fait, ils sont plein de types différents parce qu'ils gèrent plein de choses différentes. En fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Il y en a qui vont s'activer très vite en fonction du mouvement. Il y en a d'autres qui vont s'activer très lentement. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre. Donc les corpuscules de Ruffini, récepteurs à faible seuil qui s'adaptent lentement et réagissent aux contraintes mécaniques. Et donc les caractéristiques de ces récepteurs les classent comme mécanorécepteurs statiques et dynamiques, et en transmettant des informations sur la position statique, les changements de pression articulaire, ainsi que la direction, l'amplitude et la vitesse des mouvements articulaires. Voilà, juste ça. Les corpuscules de Pacini, eux, c'est des récepteurs de pression à faible seuil et adaptation rapide. Donc eux, ils sont plutôt inactifs dans les articulations immobiles, mais ils jouent un rôle important dès que l'articulation, en fait, elle va commencer à se mettre à bouger, et ils sont très sensibles, eux, au changement de position de l'articulation. Et ensuite, on a les organes tendineux de type Golgi. Eux, ils sont à seuil élevé et adaptation lente. Okay, donc ils vont prévenir certains mouvements comme la flexion, l'extension et les rotations plutôt extrêmes. Okay, donc inactifs quand c'est immobile, et plutôt voilà, ils vont s'activer plus on va aller loin dans l'amplitude. Et ensuite on a les terminaisons nerveuses libres. Elles vont être impliquées dans les études ici, à chaque fois ils mettaient la douleur, enfin, c'est plutôt la nociception, okay, donc l'encodage d'un stimulus nocif, okay, donc ça peut être mécanique, ça peut être chimique, ça peut être une température, voilà. Ils vont avoir aussi un rôle dans l'inflammation articulaire et le contrôle vasomoteur. Bon, j'ai remis la même phrase en dessous, mais bon, c'est une erreur. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 4 types de mécanorécepteurs différents qui servent à des choses différentes, qui sont localisés à des endroits, donc dans le ligament, mais surtout au niveau des points d'insertion osseux. Et voilà, en fait, c'est déjà une très bonne chose. Donc en fait, si on comprend ça, on se dit en fait, oui, donc en fait, ils transmettent des informations au système nerveux, et donc c'est pour ça en fait que ce sont des organes sensoriels. Et aussi en fait, ils vont participer à ce qu'on appelle le réflexe ligamento-musculaire, qui va avoir deux fonctions principales, ok, augmenter la stabilité articulaire s'il y a besoin de stabilité articulaire, et inhiber les muscles s'il y a besoin d'inhiber les muscles, ok. Donc dans le premier cas, en fait, les muscles ils vont s'activer, ils vont se contracter pour empêcher la distraction, enfin en gros que l'articulation elle subisse en fait qu'elle est dans des amplitudes où elle est pas faite pour aller, quoi, pour protéger l'articulation si l'articulation elle commence à se barrer n'importe comment. Et donc là, du coup, si on a un mouvement d'une certaine amplitude, on va avoir les ligaments qui vont se mettre en tension, qui vont envoyer des signaux, et les muscles qui vont se contracter pour empêcher justement ça. Et ensuite, on a, dans un second cas, ce réflexe ligamento-musculaire, il peut empêcher la production trop importante de force. Là, ils prennent l'exemple du quadriceps qui pourrait se contracter, admettons, tellement fort qu'il plierait le genou, mais dans le mauvais sens. Il va y avoir une inhibition, mise en tension des ligaments, inhibition du quadriceps pour pas que le genou se retourne. Voilà. C'est juste, voilà, comprendre en fait que ils ont un rôle sensoriel, donc ils informent, mais derrière, il y a une boucle qui fait que, en fait, ils vont induire directement une réaction au niveau musculaire. Est-ce qu'on a besoin de plus de contractions musculaires est-ce qu'on a besoin de moins de contractions musculaires? Voilà, ils vont faire ça. Et j'avais fait une vidéo, je ne vous l'ai pas mise ici, mais c'était pour introduire ces idées-là sur le coude. En fait, je vous avais expliqué toutes les boucles, en fait, toutes les informations qui arrivent de la capsule articulaire, des ligaments et tout ça, et qui, en fait, dirigent dans une certaine mesure, on va dire, la réponse musculaire. Mais là, il faudra retrouver la vidéo. Mais la vidéo, vous pouvez la retrouver, en fait, sur la miniature, il y a ça. Mais j'avais pas mis de miniature un peu plus parlante que ce que je fais maintenant. C'était pas aussi parlante à l'époque, les miniatures. Donc là, on va voir les ligaments, est-ce qu'ils s'adaptent. Donc on va prendre différents points, et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit.
Si on prend l'exemple des haltérophiles, bah en fait, les haltérophiles, si on les compare à un groupe contrôle, leurs ligaments croisés antérieurs, bah, ils sont plus volumineux. Et c'est aussi le cas du ligament croisé postérieur. Ok, voilà. Ligament croisé antérieur en rouge, ligament croisé postérieur en bleu. Waouh, j'avais anticipé, c'est ce que je vous avais mis ici. Ligament croisé antérieur en rouge, ligament croisé postérieur en bleu. Putain, mais tout était anticipé en fait. Donc, on en était ici. Donc ça c'est chez les haltérophiles, ok. Ensuite, là, exemple des patineurs artistiques et plongeurs de tremplin. Pourquoi ils ont étudié cette population-là? Parce que en fait, ils utilisent constamment et de manière répétée en fait une jambe plus que l'autre. Donc ils se sont dit, bah en fait, le ligament croisé antérieur, logiquement, il va être plus volumineux du côté de la jambe qui est plus utilisée que l'autre. Et effectivement, les athlètes dans cette étude, bah, le ligament croisé antérieur était significativement plus volumineux au niveau du genou dominant. Voilà. Et cette étude, en fait, elle confirme les données de l'étude précédente. Donc là, on a deux études qui nous montrent qu'on a une adaptation des ligaments. C'est vrai que je ne l'ai pas dit quand on parlait des ligaments qui s'adaptent, mais c'est vrai qu'en général, quand on pense adaptation, on pense tissu musculaire. Ouais, le tissu musculaire, lui, il s'adapte. Si je fais des curls, à un moment donné, je vais prendre des biceps. Si je fais du développé couché, à un moment donné, je vais prendre des pecs, voilà. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux ligaments. Bah, en fait, si les ligaments, ils s'adaptent aussi, ok. Alors peut-être pas à la même vitesse, peut-être pas forcément au même type de contraintes, mais voilà, ils sont capables, a priori, de s'adapter, ok. Et on a un troisième exemple ici. Donc là, c'est chez des footballeuses. Elles sont 17. Et en fait, on voit qu'en pré-saison, le ligament croisé antérieur, bah, en fait, il est moins volumineux, on va dire, qu'en post-saison, voilà, où il a pris en volume. Il a pris en volume surtout du côté droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, une nouvelle fois, en fait, les 17 footballeuses étaient. J'ai oublié, j'ai pas mis. C'est une catastrophe au niveau orthographe. Déjà, en général, c'est pas ouf, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment pas top. Donc, elles étaient toutes droitières, donc forcément, peut-être plus de contraintes au niveau du ligament croisé antérieur droit. En fait, là, je crois que dans l'étude, ils parlaient surtout pour le shoot, en fait, qui mettrait des grosses contraintes dans le genou. Donc, voilà, je shooterais peut-être plus avec le pied droit, plus de contraintes, et donc, du coup, plus d'adaptation. Juste là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les autres études, je vous l'avais mis au début, c'est des études transversales. On prend un moment, un instant T, on regarde, ah, les ligaments ils sont plus épais, et après on essaye de faire des hypothèses ou des choses comme ça. Malheureusement, on ne peut pas tirer vraiment de relation de cause à effet. Et la puissance statistique elle est faible, notamment dans cette étude-là, il n'y a que 17 personnes, c'est que des femmes, voilà, elles sont jeunes. Est-ce que, voilà, on peut pas non plus tirer énormément de choses de ces études-là, mais ça donne des pistes de réflexion. Et donc en fait là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 étapes consécutives, en fait, quand un ligament, il va pour cicatriser. Moi j'ai spoilé la partie d'avant, waouh, un ligament ça cicatrise. On a une première partie qui est inflammatoire, une deuxième partie qui est, on va dire, la phase de prolifération et de régénération, et on va avoir la troisième phase qui est la phase de remodelage. Et en fait là, peut-être que ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est des LCA qui ont été endommagés au cours de la saison, et qui sont au deuxième stade de régénération, là où on a une prolifération, notamment des fibroblastes, et une reconstruction de la matrice. Et en fait, peut-être qu'en fait on a une adaptation ici court-termiste. En fait, ça serait un ligament qui aurait souffert et qui serait en train de se refaire, ok. Parce qu'il faut savoir que le remodelage physiologique d'un ligament blessé, il provoque des changements fonctionnels. Et il n'est pas clair que si les changements volumétriques observés dans les LCA de cette étude-là, ils correspondent en fait à un risque accru de blessure. En tout cas, il n'y a pas eu de blessure, en tout cas pendant quand ils ont suivi cette cohorte. Et en fait, on a une petite différence à savoir, en fait, c'est que dans ces deux cohortes-là, pardon, sur les haltérophiles et les patineurs et plongeurs, en fait, c'est des personnes qui se sont entraînées très 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 tôt. Bien avant leur puberté, tout ça, ils étaient vraiment jeunes et ils se sont quasiment jamais arrêtés. Ici, on n'a pas. Alors, elles étaient jeunes, hein, parce qu'en moyenne, elles avaient 19 ans, mais je ne sais pas à quel âge elles ont commencé. Et je ne sais pas si elles s'entraînent vraiment tout au long de l'année à 100%.
on peut supposer, vous savez parfois que dans certains sports où il y a vraiment un championnat et après il y a vraiment une off-saison, que pendant la off-saison, bah en fait on peut carrément ne rien faire, et puis après reprendre la saison d'après l'entraînement et tout ça. Donc voilà, est-ce que ça peut avoir joué? Donc est-ce qu'on peut supposer qu'il y a deux types d'adaptations différentes? Une première qui serait relativement court-termiste, on va dire, avec un ligament en souffrance qui essaye de se régénérer et de s'adapter, et qui serait potentiellement plus fragile. Et une adaptation plus sur le long terme, où le ligament, en fait, bah, depuis tout jeune, il a été façonné, modelé, il est plus volumineux et plus résistant, il y a peut-être moins de risque de blessure. Je pose des questions, j'ai pas les réponses à ces questions-là, ok? Il va falloir attendre d'autres études. Ensuite, alors là, c'est l'instant pub de ma chaîne, mais en fait, pour aller plus loin, si vous voulez comprendre un petit peu comment les tissus s'adaptent, c'est vrai que je fais beaucoup de choses où je parle de... Quand je parle de la lombalgie, le modèle biopsychosocial et tout ça, mais moi, le côté bio, le côté tout ce qui est biologie et tout ça, moi, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, si vous voulez comprendre, par exemple, comment les tissus s'adaptent, avec comprendre la mécanotransduction, le phénomène de durotaxis, la loi de Wolff, la loi de Davis, bah, ça, vous l'avez dedans. Si vous voulez avoir l'application concrète de ça dans le tissu articulaire, et notamment au niveau du cartilage, bah, vous avez cette vidéo-là. Donc comment le cartilage il s'adapte. Si vous voulez avoir l'application concrète au niveau de l'os, vous avez celle-là. Alors concrète, après il y a toujours des limites, hein. Sur l'os, on a beaucoup d'études qui sont faites sur des poules et ces poules d'Inde et des rats. Donc voilà, après les os ils sont censés être similaires à ceux des hommes. De toute façon, toutes les limites, je vous les explique à chaque fois. Et ensuite, vous avez 3 vidéos uniquement sur le disque intervertébral. Donc première vidéo, comment le disque il s'adapte. Et déjà là, on comprend que en fait, le disque, il y a différentes parties, c'est différents tissus, différents, voilà, c'est différent en fonction de là où on est dans le disque. Donc ça, faut bien le comprendre. Ensuite, concrètement, comment le sport permet d'adapter les disques, en fait. En gros, quelles sont les contraintes que le disque supporte, enfin, quelles contraintes feraient que le disque s'adapte le mieux, ok. Et après, on voit aussi le disque dégénératif. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un disque dégénératif? Tous les changements qui se passent au sein de ce disque. Donc là, sur le disque, vous avez quasiment 2 heures. Voilà. Et là, vous avez, on va dire, allez, un peu plus d'1 heure. Donc, voilà. Donc, vous avez 3 heures, 3h15 de vidéo, juste pour comprendre un petit peu l'adaptation des tissus. Et ça complète bien celle-là. Là, on parle des ligaments. Bon, bah, ok. Et juste pour revenir, par exemple, pour comprendre que les ligaments, de toute manière, et les tissus, ça s'adapte en général, c'est que, par exemple, quand vous prenez une personne qui... C'est ce dont on parle ici. Comment les forces fait qu'on a une adaptation spécifique. Par exemple, si vous avez... vous rompez le ligament croisé antérieur, et que vous décidez de vous faire opérer, et qu'on vous prend les tendons des ischio-jambiers. Bah, quand on vous met le tendon des ischio-jambiers, si on prélève un bout de ce tendon une fois qu'il est greffé et qu'on le regarde au microscope, on va voir un tendon, ok. Un tendon, c'est un tissu particulier, il est attaché d'un côté à un os, de l'autre côté à un muscle, et donc en fait c'est vraiment, voilà, il est vraiment particulier ce tissu-là. Mais si 2 ans après, par exemple, votre opération, je prélève votre tendon qu'on vous a greffé, et qu'on le regarde au microscope, bah là on va voir du ligament, ok. Pourquoi? En fait, les contraintes, c'est des contraintes qui vont faire que on va avoir un ligament. En fait, la base en soi, c'est quasiment la même en termes de fibroblastes et tout ça. On va dire que la cellule de base, c'est le fibroblaste, sauf qu'en fonction des contraintes qu'on va lui mettre, bah en fait, il va répondre par une adaptation qui va être différente. Donc si vous mettez des fibroblastes entre un muscle et un os, il va faire du tendon. Si vous le mettez entre 2 os, il va faire du ligament. Voilà, je schématise beaucoup, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire ce dont on parle dans ces vidéos-là. Ok ? Maintenant, on va voir les hypothèses qui peuvent expliquer ce processus d'hypertrophie des ligaments. Déjà, hypothèse numéro 1, le début précoce de l'entraînement. La puberté, c'est une période de forte croissance qui pourrait permettre au tissu, justement, enclin à la croissance, de subir une hypertrophie avec un fort potentiel de régénération en réponse à un entraînement intensif. Meilleure capacité de réponse, meilleure de régénération, meilleure capacité d'adaptation. Et donc ça peut expliquer que les jeunes qui présentent un potentiel plus élevé pour les processus de régénération, ils peuvent également avoir une meilleure prolifération cellulaire, tout ça dû à la tension qu'on va mettre dans ces structures-là. Et ça c'est important. Voilà, et là je vous l'ai mis, donc dans les 2 premières études, les personnes qui se sont entraînées, elles ont
ont commencé à s'entraîner dans ce sport-là avant leur poussée de croissance, ok? Donc ça veut pas dire que si vous avez, je sais pas, on va dire 40 ans, si vous entraînez vos ligaments maintenant, et pas sûr qu'ils s'adaptent aussi bien que si vous les avez entraînés quand vous étiez jeune. Mais ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de tissus, en fait. Si vous allez voir les vidéos, on le retrouve dans le tissu articulaire. En fait, dans le tissu articulaire, plus on va les stimuler jeunes, bah, plus en fait on va avoir un bon cartilage. Et en fait, à un moment donné, vous en fabriquerez plus. De toute manière, c'est pas bon de fabriquer trop de cartilage. Mais juste, vous allez créer une certaine base que vous allez maintenir. Pour l'os, c'est pareil. On va créer une base, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez créer des os solides. Et après, bah, le but, c'est de les maintenir. Mais voilà, vous passez un certain âge, ça va être très difficile de créer ces tissus-là. Ok? Mais on peut toujours limiter la perte ou créer un petit peu. Voilà. Et pareil, pour le disque intervertébral, il semblerait que ce soit aussi pareil. Donc en gros, il faut mettre des contraintes chez les jeunes pour qu'ils développent leurs ligaments, pour qu'ils développent leur cartilage, pour qu'ils développent leurs os, pour qu'ils développent leur disque, ok? Et même les muscles et tout, en fait, hein, mais finalement tout, voilà. Donc comme d'habitude, la muscu, c'est vraiment le top. Augmentation de l'apport sanguin, deuxième hypothèse, l'artère géniculée moyenne, donc c'est la principale source de sang pour le ligament croisé antérieur, on s'en fiche de son nom, en gros il y a une artère qui nourrit le ligament croisé antérieur, cette artère, chez l'adulte, elle disparaît, et en fait il est probable que le fait de commencer l'entraînement à un jeune âge, en fait, cette artère, elle reste un petit peu plus longtemps, donc elle apporte un petit peu plus de nutriments au tendon pour qu'il puisse s'adapter, ok? On aurait un fort potentiel de régénérescence avec une vascularisation qui serait meilleure, donc voilà, une adaptation forcément qui est meilleure. Et après on a les contraintes sur le ligament croisé antérieur, donc des exercices avec une forte flexion de genou, et des charges additionnelles qui vont provoquer des contraintes longitudinales sur le ligament, donc ça pourrait être le moteur de prolifération des fibroblastes. Effectivement, les ligaments, les tendons, ils répondent bien à la mise en contrainte en tension, ok? C'est pour ça que par exemple dans le disque, l'anneau fibreux où il y a des contraintes en tension, bah en fait c'est comme du ligament, grosso modo. Alors que le centre, le noyau, lui il y a beaucoup plus de pression, donc c'est plus un cartilage. Voilà, c'est toujours pareil, le tissu il se forme en réponse à la contrainte, hein, le type de tissu. Ou encore les activités provoquant des déchirures microscopiques dans le ligament qui induisent une réponse inflammatoire et un remodelage ultérieur du LCA, ce qui entraîne une augmentation de volume. Mais là, c'est pour ça. Est-ce qu'on a deux types d'adaptations différentes, comme j'ai dit tout à l'heure? Je sais pas. Un autre argument confirmant cette hypothèse peut être la présence de régions composées de tissus fibrocartilagineux. Elle indique que l'hypertrophie fibrocartilagineuse peut être une réponse à l'exposition de cette partie du tendon à des contraintes en pression. Mais en fait, ça, on s'en fiche de cette partie-là. Parce que là, en fait, en gros, c'était une étude sur le... Nous, on parle que du ligament croisé antérieur, et ça, en fait, là, ils parlent du tendon patellaire. Parce que dans cette étude-là, là où ils étudient les patineurs et ceux qui font du tremplin, ils regardent le tendon patellaire. Donc cette phrase-là, vous pouvez la retirer, c'est hors du propos de cette vidéo. Et donc, en fait, il y a un potentiel d'hypertrophie au niveau du ligament croisé antérieur, notamment quand on met de la contrainte mécanique. Le priori, le plus jeune possible, c'est le mieux. Et en fait, c'est important de savoir ça parce que en fait, la capacité, le volume du ligament croisé antérieur, en fait, c'est un facteur de risque de blessure. Donc en gros, plus il va être volumineux, moins il aura le risque de se blesser a priori, de se rompre, ouais, de se léser, d'être lésé. Donc si on sait comment augmenter le volume d'un ligament croisé antérieur, il faut augmenter le volume du ligament croisé antérieur chez les jeunes athlètes pour éviter dans le futur que celui-ci rompe. Voilà. Donc là on a fait la partie sur l'adaptation du ligament croisé antérieur. Maintenant on va voir la partie sur la cicatrisation du ligament croisé antérieur. Alors donc pour ceux qui se demandent pourquoi on parle du ligament croisé antérieur, en fait depuis le début c'est parce qu'en fait il est super étudié, hein, c'est tout. Donc, le ligament, ça cicatrise, donc on le sait. En fait, lorsqu'un ligament il est surchargé, donc en gros il va y avoir des tensions supérieures à ce qu'il peut supporter, il va se rompre. Alors, il y a plein de ruptures différentes, mais en gros il va se rompre, et l'organisme, il va tenter de guérir la blessure, et en fait il va faire ça par le biais d'une séquence spécialisée d'événements cellulaires qui vont se chevaucher, mais qui vont faire des phases qui sont en fait distinctes, qu'on peut discerner. On a la phase inflammatoire aiguë, la phase de prolifération ou de régénération ou de réparation, comme vous l'appelez comme vous voulez, et la phase de remodelage des tissus. Voilà. Et donc en fait, l'inflammation, on est à quelques jours, quelques mois pour la prolifération, et le remodelage, c'est en années que ça se compte. Voilà. De toute manière, qu'est-ce qu'on comprend, hein, c'est toujours pareil, hein, on fout de la contrainte sur les tissus.
ok? C'est pas parce qu'on parle beaucoup biopsychosocial et que oui, le psycho et le social ça a une importance, il y a des tissus quand même derrière, il faut s'occuper de ces tissus-là, ok? Il y a des délais de cicatrisation, voilà, un ligament qui vient de prendre beaucoup, c'est ok, il faudra de toute façon, un patient, un sportif, il vient de s'éclater le ligament croisé antérieur, de toute manière, dès le début, vous n'allez pas remettre de la contrainte comme un bourrin dessus, il faut quand même laisser le temps au ligament de respirer. Par contre, à la fin de la rééducation, quand le ligament il est bien, de parler avec vos patients aussi, parce qu'on sait que la peur, l'appréhension et toutes ces choses en fait qu'on peut mettre dans le caractère psychologique, ça peut avoir un impact sur le retour au sport. Et parfois, c'est même plus, c'est pas comment le genou il se comporte, parfois c'est plus les facteurs psycho qui fait que le sportif il reprend pas au niveau d'avant ou il reprend pas du tout. Voilà. Donc ouais. Faut savoir tout ça. Donc bah, là, c'est si vous voulez voir le truc, hein, mais voilà, en gros, si vous voulez comprendre toutes les réactions qui se passent. Ce schéma-là, il vient de l'étude qui est là, celui-là, il vient de l'étude qui est là, et ça, je crois que c'était surtout sur le ligament collatéral médial du genou, je crois. Bah, enfin bon, on peut supposer que c'est un peu partout pareil, hein. Donc en fait, on a la phase inflammatoire aiguë, donc là qui commence en fait au bout de quelques minutes et qui suivent la blessure, et qui se poursuit pendant les 48 à 72 heures suivantes, ok? Je vais pas vous lire tout le paragraphe, c'est long, toutes les personnes qui auront, de toute façon, ceux qui ont l'abonnement payant, vous aurez le fichier en PDF, et donc vous pourrez prendre le temps de tout lire. Ensuite, étape 2, la phase de prolifération, réparation, les cellules immunitaires, elles vont libérer divers facteurs de croissance et de cytokines, tout ça, et là, le but, en fait, ça va être de refaire un ligament, entre guillemets, normal. Voilà, on va avoir le collagène qui va se réaligner et tout ça. Et ensuite, on va avoir l'étape 3, la phase de remodelage. Là, en fait, le collagène, il va commencer à maturer. Ça va durer des mois, voire des années après la blessure. Voilà, et donc, il faut continuer de mettre de la contrainte et tout ça. Ok ? Donc bah, en fait, là, juste avec ça, en fait, bah, vous avez très bien compris que les ligaments, en fait, ils cicatrisent, hein. Ok? Ça, voilà, y a pas de mystère. Donc après, voilà, un ligament normal et un ligament qui est en train de cicatriser ou qui a été lésé, il y a des choses qui sont pas tout à fait pareilles, voilà. Là, on a un collagène qui va être vraiment aligné et tout ça. Là, peut-être le collagène, il va être un petit peu plus désorganisé. Là, on est sur du collagène surtout de type 1. Là, on va avoir peut-être un peu plus de type 3. Voilà, là on va avoir une matrice et tout avec ce qu'on appelle un turnover plutôt lent. Là il va être un peu plus rapide. Là on va avoir pas beaucoup de division cellulaire. Là il va être un peu plus haute. Là on va avoir plutôt une basse densité en cellules. Là elle va être un peu plus haute. Voilà. Bon, il y a des choses qui sont différentes. Forcément, il a été lésé. Il va falloir qu'il récupère et tout ça. Mais de toute façon, de toute manière, là le but ça va être vraiment de recharger le ligament progressivement. Ok. Juste une chose. Je voulais revenir ici. Juste pour vous dire, dans les 48-72 heures, c'est un exemple que j'ai déjà cité, mais par exemple, en fait, là, effectivement, il va y avoir de l'inflammation, et on se dit, ouais, mais les facteurs psycho, peut-être que là, on s'en fiche. En fait, là, on est sur le tissu. En fait, faut savoir que, en fonction de ce que vous allez dire à votre patient, vous allez influer sur l'inflammation, en fait. Dans le sens où si la personne, elle vient, elle se fait une entorse, on va prendre le genou là du coup, et que vous lui dites oh là 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 là, c'est la cata, waouh, le genou il est tout gonflé, c'est la cata, faut que tu ailles te faire opérer. Et en fait, vous allez augmenter les taux d'interleukine 6 qui sont responsables de l'inflammation, et je crois qu'ils ont un rôle dans la nociception, mais au moins dans l'inflammation, donc vous allez au moins dans l'inflammation, donc ça va augmenter l'inflammation en fait. Par contre, tu dis ah oui, bon bah le genou il a pris un petit coup, bon voilà, là ça a gonflé, c'est normal, il va y avoir une belle réponse inflammatoire, ça va bien cicatriser comme ça, nanana. Bah là en fait vous allez peut-être diminuer les taux d'interleukine 6 et du coup diminuer l'inflammation. Ok. Alors bien évidemment, commencez pas à me dire ah oui mais on veut pas non plus diminuer trop l'inflammation, ça va pas parce que sinon ça va pas cicatriser, ou je pense pas que vous allez totalement supprimer l'inflammation juste avec vos mots, mais juste pour vous dire que ça peut influer, ok? Ça peut avoir un impact. Donc toujours voilà, c'est pour ça que toujours en fait c'est intriqué bio-psycho-social, voilà, ça a toujours une importance en fonction des patients, il y aura peut-être plus une sphère à travailler que l'autre et tout ça, bon voilà. Bon, donc on sait en fait que ça cicatrise, mais en plus de ça, on a des preuves histologiques. Je repars dessus direct comme ça. Donc en fait là, c'est une étude où ils ont pris des gens qui s'étaient rompus le ligament croisé.
Et quand ils ont ouvert, en fait, bah, ils se sont rendus compte parfois que le ligament croisé antérieur, il se raccrochait au ligament croisé postérieur. Donc quand on regarde, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que des fois, bah, le ligament croisé antérieur, il peut s'accrocher au ligament croisé postérieur, donc c'est qu'il s'est bien passé quelque chose, hein, donc ça a cicatrisé. On peut observer des fibres de collagène désorganisées, ok, donc c'est le parti jaune sur la photo, là, c'est un peu dans tous les sens, hein. Vous vous rappelez la photo du début, toute droite, là, c'est bien aligné, hop. Voilà, c'est n'importe quoi. Une néovascularisation, ok. Donc c'est les flèches, et les vacuoles graisseuses, c'est les pointes de flèche, ok. Là, hop. Une abondance de myofibroblastes et une forte teneur en collagène de type 3. Bon, c'est exactement ce qu'on a vu ici, hein. Il y a plus de collagène de type 3 que de collagène de type 1. Et en fait, les processus, notamment le 2, le 3, le 5, le 6, en fait, c'est des choses qui sont caractéristiques d'un tissu qui est en train de cicatriser. Waouh, donc le ligament croisé antérieur, il cicatrise, ok. 40 minutes de vidéo pour savoir ça. Incroyable. Donc, bon, en fait, alors, après, c'est bien beau d'avoir des preuves histologiques. Si on réfléchit comme ça, c'est bien. Ça permet... Après, il faut des preuves un peu plus fortes, on va dire cliniques ou des choses comme ça, où on observe vraiment une belle cicatrisation, où on suit des gens qui se sont rompus, on regarde quelques temps après, ah, est-ce que ça s'est revenu ou pas. Et en fait, dans la littérature scientifique, on en a plein. On a des preuves qui datent de 1996. Entre 2022, on a tout ça qui nous montre, en fait, que le ligament croisé antérieur, il est capable de cicatriser. Ok ? Voilà. Ce qu'on a, c'est que dans cette revue systématique, il y a 3 choses à retenir qui sont intéressantes. C'est que, bah déjà, bon, elle conclut que le LCA, il possède une capacité intrinsèque de guérison. Donc voilà, il peut se régénérer. Notamment si le potentiel de guérison il va être plus élevé pour les ruptures qui vont être proximales. Ok ? Voilà, ça c'est une chose à retenir. La croyance que le LCA il est incapable de rétablir la continuité de ses fibres peut être dépassée. Voilà. Donc il peut se régénérer. En fait, les deux disent qu'il peut se régénérer. Le LCA est capable de restaurer la continuité de ses fibres, mais les circonstances exactes qui favorisent ou facilitent ce processus, restent inconnues. Voilà, on sait que c'est mieux si la rupture est proximale, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Là, en fait, quelques chiffres, juste voilà, pour avoir une idée, hein. Donc, dans cette revue systématique, en fait, on avait 31% de cicatrisation entre 3 et 24 mois. Ok ? Donc 24 mois, si on calcule à peu près, ça fait 2 ans. Donc et 31%, ça fait presque un tiers. Ici, on a un taux de cicatrisation de 56% à 2 ans et de 58% à 5 ans. Ok ? Alors celle-là, normalement, elle est souvent citée, cette étude, pour montrer justement que le ligament croisé antérieur, il cicatrise. Il faut savoir qu'il y avait quand même des critères d'inclusion qui étaient spécifiques, donc on ne peut pas extrapoler, ok, à tout le monde les résultats qu'il y a dedans. Voilà. Les critères d'exclusion comprenaient un niveau d'activité inférieur à modéré, les athlètes professionnels, les ruptures totales des ligaments collatéraux, une lésion cartilagineuse de pleine épaisseur, voilà, bon, tout un tas de trucs, on comprenait pas, c'est pas, ah, le ligament croisé, il est rompu, bon bah, ok, on n'opère pas. Okay. Si le mec il venait avec peut-être des fractures dans tous les sens, ouais, bon, ils faisaient opérer peut-être. Mais c'est de la logique, voilà. Donc ça peut cicatriser. Le but de toute manière de cette vidéo, c'est pas de dire ça va cicatriser chez tout le monde, hein. C'est ça peut cicatriser, ok. Et en fait là, si on regarde cette étude-là, bah voilà, là on a un ligament croisé antérieur qui est rompu, et en fait voilà, donc ça c'est à 1 semaine, et 1 an après, bah voilà, il a restauré ses fibres. Et ensuite on a celle-là, et donc là c'est une prise en charge d'une rupture du ligament croisé antérieur par un protocole en... C'est... brassière. C'est pas brassière. 90% des patients, en fait, là, ils présentaient des signes de cicatrisation à l'IRM à 3 mois. Ok ? Donc là, ils ont mis un protocole spécial en place, et là, 90% des patients, ils présentaient des signes de cicatrisation à l'IRM à 3 mois. Pareil, il faut regarder les critères d'inclusion. C'est pas chez tout le monde que ça va se passer comme ça. Ok ? Donc en gros là on vous met dans... Bah, c'est une attelle en fait, voilà, dans une attelle on met un certain angle et puis au fur et à mesure vous avez de plus en plus d'amplitude disponible, voilà, et en gros ça permet au ligament de cicatriser, ok. Mais ça signifie pas en fait de toute manière que ça cicatrisera de la même manière chez tout le monde, voilà, l'âge ça va jouer, donc plus on est jeune, plus le potentiel de cicatrisation il va être important.
Le contact entre le LCA et les tissus environnants, en fait, ça peut faciliter la formation d'un hématome stable et d'un échafaudage provisoire, en fait, qui va permettre la première phase de guérison. En fait, ça dépend comment c'est foutu à l'intérieur. Si y a un échafaudage, entre guillemets, qui permet la cicatrisation, c'est mieux, mais des fois, le LCA, en fonction de la rupture, bah, en fait, il va s'accrocher sur le ligament croisé postérieur, et là, ça va pas servir à grand-chose, quoi. La différence de mécanisme de blessure, ok, en fait, ça peut entraîner, pareil, une différence dans la longueur du reliquat et influer sur la possibilité de rattachement. Le lieu de la rupture, on a vu, atteinte proximale, meilleure cicatrisation, et l'absence d'échafaudage, en fait, entre les deux extrémités du LCA lésé pourrait être un mécanisme clé de l'échec de cicatrisation spontanée. Donc s'il n'y a pas, en fait, cet échafaudage qui se crée, enfin, ou qui est présent, bah, en fait, ça peut faire échouer la cicatrisation. Mais après, pareil, c'est bien si ça cicatrise, mais après, on peut vivre très bien avec un LCA qui n'a pas, qui ne cicatrise pas, hein. Voilà, c'est... Après, c'est toujours pareil, une histoire de balance bénéfice-risque et tout ça. Après, il me semble... Mais c'est pas le sujet de la vidéo de savoir est-ce qu'on doit se faire opérer du LCA ou pas, mais je crois que maintenant, dans les recommandations, il faut attendre un peu avant de se faire opérer, ok? On tente la kiné pendant 3 mois, et après, si ça marche pas, on opère. Ok. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais voilà. Ok. Et donc, je crois qu'on a fait on est arrivé à la fin de la vidéo. Le même de la vidéo. Comprendre la situation du patient, kiné, module la douleur. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'avais aucun même à mettre en rapport avec la vidéo, donc j'ai mis celui-là qui me fait rire. J'espère que la vidéo, elle vous a plu, et puis on se dit à la prochaine. Salut.